Bon, bah, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre et rebonjour à ceux qui ont passé la journée ici. Olivier, on va clôturer ensemble cette journée d'études de notre quartier général Un théâtre durable numéro 2. Je vais te présenter en quelques mots. Tu es chercheur en biologie et biophysique à l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, qui est une instance de l'École normale supérieure de Lyon. Tes recherches s'attachent au domaine du végétal. Et à partir de tes travaux, tu as écrit ces dernières années plusieurs livres pour prôner un modèle de société qui s'inspire du vivant. Je vais citer La troisième voie du vivant aux éditions Odile Jacob, Antidote au culte de la performance, La robustesse du vivant, qui est vraiment super, au Tract, édition Gallimard, et De l'incohérence, philosophie politique de la robustesse, qui vient de sortir aux éditions Odile Jacob. Tu diriges aussi l'Institut Michel Serres. Cet institut, et là je vais citer la présentation du site, a pour objectif d'établir les principes pour fonder les institutions publiques d'une transition équitable vers une société écologiquement et socialement solidaire. C'est avant tout une école vivante qui donne place à des processus de connaissance situés et impliqués, issus de l'écoute et de la coopération de l'ensemble des acteurs de la société. Alors, je te remercie beaucoup d'être là, parce que comme je te l'ai dit dans mon mail d'invitation, la lecture de tes propos et de tes pensées m'a vraiment aidée dans ces derniers mois, dans le désarroi un peu dans lequel je crois que nous sommes un certain nombre à être. Et effectivement, quand on dirige un établissement comme celui-ci, avec un rôle à jouer dans la société, moi, je m'aperçois que de nombreuses références que je pensais immuables sont en train de vaciller et que forcément, j'étais un peu perdue. Je ne suis pas certaine d'être complètement retrouvée, on va dire, mais en même temps, en tout cas, une petite lumière s'est allumée grâce à toi. Et donc, j'étais vraiment très, très désireuse de pouvoir partager cette rencontre avec toi en clôture de cette journée. Alors, je vais te lancer un peu sur qu'est-ce que c'est que cette lumière qui s'allume dans le tunnel. Tu dis que nous sommes entrés dans une période instable, que tu nommes souvent monde fluctuant, et qui signifie aussi la fin de notre modèle construit sur la performance. Alors, est-ce que tu peux un peu développer ce constat ? Alors merci Hortense de l'invitation, merci d'être là. Alors le constat, en fait là je suis un passeur finalement, c'est ce que disent tous les scientifiques du GIEC, mais aussi ceux de l'OCDE, de la CIA, du Forum économique mondial, donc enfin, c'est assez transversal. Nous sommes en train de quitter le monde de la moyenne pour entrer dans le monde de l'écart-type. On peut le dire comme ça, c'est-à-dire qu'en fait on va rentrer dans un monde beaucoup plus variable et imprévisible. Fluctuant, ça veut dire ça, c'est à la fois variable et aussi imprévisible. Et du coup, ça va tanguer très fort. Et quand on regarde un peu, notamment pour le climat, pour la question écologique, on sait que c'est pour 2 ou 3 siècles. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment compter. On est en train de quitter le monde du contrôle. Ça fait à peu près 10 000 ans qu'on était dans le contrôle, le néolithique, quand les humains veulent contrôler la nature. Et là, on se rend compte que la nature se réveille et qu'on a perdu le contrôle. Et donc il va falloir vivre en ayant perdu le contrôle. Et du coup, en fait... Donc la lumière, elle n'est pas encore là, hein, mais on va y arriver. C'est ça. Non, en fait, c'est effectivement ce que tu dis, c'est-à-dire qu'au fond, tu poses le fait que la transition, des fois, on se dit, voilà, il faut prendre le virage, etc. En fait, c'est pas un choix, c'est une nécessité qui s'impose à nous. C'est pas un endroit où on pourrait décider est-ce que je dois m'engager ou pas là-dedans. On est dedans. Et aussi, elle sera longue. Tu as parlé de 2 ou 3 siècles, et donc forcément, on y est, mais on verra pas la fin. Voilà, à part si on se réincarne, mais ça, on n'est pas très sûr. Et moi, en tout cas, ça m'a un peu soulagée. Je ne sais pas si c'est une forme de fatalisme, mais en tout cas, tout à coup, que ça ne dépendait pas, en fait, qu'on n'était pas forcément, enfin, qu'il y avait une partie des choses sur lesquelles on n'avait pas prise, quoi. Oui, en fait, finalement, on est à notre place. Finalement, il y a des choses qui nous dépassent, et donc là, on va rentrer dans une posture de vulnérabilité. Mais la vulnérabilité, qui est souvent perçue comme quelque chose de négatif dans le monde de la performance, être vulnérable, c'est soit être handicapé, soit être personne âgée, c'est des catégories en plus. Alors qu'en fait,
tous les humains, en fait tous les êtres vivants sont vulnérables 100% de leur temps de vie. C'est quand on est vulnérable qu'on est vivant en fait. Et quand on est invulnérable, on est mort. Parce que là, il peut vraiment rien nous arriver. Donc en effet, c'est quand on est en sentiment de vulnérabilité qu'on se sent vivant et que donc en effet, il y a une lumière qui commence à s'allumer finalement. C'est un peu contre-intuitif comme ça, mais je suis assez d'accord. Oui. Et est-ce que tu peux décrire la performance ? Alors oui, bien sûr, c'est vrai. Donc la performance, je prends la définition du contrôleur de gestion, qui est très aride, mais qui est bien pratique parce que c'est celle qui est la plus répandue partout, dans les médias et ailleurs. Donc c'est la somme de l'efficacité et de l'efficience. Efficacité, atteindre son objectif. Efficience, avec le moins de moyens possible. Donc quand on est performant, on atteint son objectif avec le moins de moyens possible. Et donc c'est pour ça qu'on est dans ce monde-là depuis 10 000 ans. Enfin, au moins 10 000 ans, mais ça s'est accéléré évidemment dans les dernières années, surtout depuis 1950, parce qu'en fait on a cru, et je dis bien croire, parce que c'est une foi dans la performance, et on a cru que c'était toujours positif. Sauf que là, en fait, on a tellement tout suroptimisé que tout craque de tous les côtés. Alors, il y a le climat, évidemment, mais il y a plein d'autres choses. Les services écosystémiques, etc., mais aussi d'autres choses. La pénurie de moutarde en 2022. Vous vous souvenez ? Parce qu'il y a une sécheresse au Canada. Mais depuis quand on n'a plus de moutarde quand il y a une sécheresse au Canada ? CrowdStrike l'été dernier, en 2024, quand il y a une erreur de mise à jour informatique et c'est tous les systèmes Windows du monde qui plantent. Donc, le canal de Suez, vraiment, la liste ne s'arrête pas, quoi. Donc on est dans un monde qui craque de tous les côtés parce qu'on a trop mis l'accent sur la performance. Et donc le monde fluctuant, ça ne nous arrive pas comme ça par hasard. C'est nous qui avons créé un système suroptimisé, socio-économique, socio-écologique, très performant et donc très fragile, et donc qui commence à craquer de tous les côtés. Donc il n'y a toujours pas la lumière. Alors là, peut-être je vais introduire un peu de lumière, c'est-à-dire qu'il y a une image que tu utilises qui est celle du vol des oiseaux. Migrateurs, et au fond tu dis quand les oiseaux prennent un virage, ça se passe jamais au cœur du vol, mais toujours à la marge, et en fait c'est toujours un peu les oiseaux isolés qui commencent à entamer le virage. Oui, ça j'aime beaucoup cette analogie-là. Alors elle a ses limites aussi, parce qu'on n'est pas des oiseaux dans une nuée, on n'est pas un flocon de neige dans une avalanche. Enfin, évidemment qu'on peut un peu politiser le sujet, mais quand même on est aussi ça. Et donc en effet, quand on voit une nuée des tourneaux, par exemple, en effet, c'est une nuée d'oiseaux, ça n'arrête pas de basculer. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche, voilà. Et quand ça bascule, si vous regardez bien, les oiseaux ne tombent pas. Donc ils ne se rentrent pas dedans. Donc manifestement, ils arrivent à basculer, à changer le système sans faire de casse. Et donc, c'est ça le secret. Ce sont toujours les oiseaux à la périphérie du groupe qui guident le groupe. Parce que ce sont eux qui sont les premiers exposés aux fluctuations du monde. Les oiseaux qui sont au cœur de la nuée sont aveugles aux fluctuations du monde. Ils ne voient que les oiseaux voisins. Et du coup, en fait, ils ne font que suivre les oiseaux qui sont à côté d'eux. Et du coup, si on veut voir le monde changer, basculer, c'est pas la peine d'aller regarder Total, McKinsey, la Commission européenne. Ça, c'est le cœur faisandé de la performance. C'est là où on a une sorte de zone pathogène qui, en fait, plus on va dépenser l'énergie pour les transformer, et moins il va se passer quelque chose. C'est les MAGA aux États-Unis. En fait, c'est de la lutte frontale. On va dépenser beaucoup d'énergie et ça va pas servir à grand-chose. Au contraire, aux marges. Alors c'est la fameuse phrase de Jean-Luc Godard que j'aime bien citer. C'est la marge qui tient la page. Et c'est là que ça se passe. C'est là où il y a des citoyens, des collectifs, des associations, des entreprises, des lieux culturels qui ont déjà vu le monde fluctuant, qui sont déjà exposés au monde fluctuant et qui commencent à contaminer le cœur. Mais ça se fait de façon très silencieuse. C'est là aussi une citation, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. La contamination, c'est la forêt qui pousse. Ça se fait très discrètement, sans crier gare, mais c'est inarrêtable. Ça ne peut pas s'arrêter. C'est comme, on l'a vu pendant la période Covid, les humains s'arrêtent, les chevreuils rentrent en ville. C'est un peu ça. Ils sont sur les starting blocks, et c'est pareil. Là, pour les marges, on est tous sur les starting blocks, on attend que ce monde s'arrête. Alors là, donc, en fait, pour qu'il s'arrête, donc ça c'est dans 2 ou 3 siècles, mais d'ici là, il faut cultiver un certain nombre de qualités, et du coup là, tu as introduit le concept de la robustesse, et qui vient directement de tes observations sur les plantes, enfin la nature, mais plutôt les plantes. Et
Et du coup, en tout cas là aussi, pour moi, ça a été très évocateur peut-être de nouveaux objectifs ou de nouvelles priorités. Finalement, de désapprendre un certain nombre de choses qu'on nous avait appris. Et de se dire, au fond, cette robustesse, elle va faire en sorte que je vais prendre peut-être d'autres décisions et réfléchir très, très différemment. Et que des personnes ou des situations qui auparavant étaient estimées inutiles, inefficaces, qui deviennent revalorisées. Et en tout cas, la seule chose, moi, qui m'a semblé aussi complètement joyeux, c'est que la robustesse, elle ne peut être que collective. Et oui, alors en fait, c'est parce que quitter le monde de la performance, ça peut aussi faire peur, hein, parce qu'en fait, on a tellement été drogué, addict à la performance, moi compris, hein, enfin, on est tous dedans, on est dans la soupe de la performance du matin au soir, hein, la façon dont on empile les bols après le petit déjeuner, le trajet domicile-travail, enfin, tout ça, c'est soumis à l'injonction de performance, hein, du matin au soir. Donc, on planifie les vacances de façon performante aussi, hein, c'est ça qui est dingue. On est tout le temps dans la performance. Et donc, du coup, quitter la performance, ça peut faire peur, parce que c'est comme quand on est dans une forme de dérive sectaire, ou voire même dans une secte. Si on quitte la secte, on est tout seul et on n'a plus aucun repère. Et là, c'est très, très perturbant. Alors, c'est là où le vivant est extraordinaire, parce qu'en fait, nous, pendant des années, nous les humains, on a analysé les êtres vivants avec une lentille qui est celle du dogme de la performance nécessairement positive, et donc évidemment que le vivant était performant. Et Darwin, on lui a fait dire que il avait dit que c'était les plus compétitifs qui gagnaient tout le temps, que c'était la survie du plus fort. Et en fait, c'est une lecture extrêmement biaisée de Darwin, hein. Je vous invite à lire la première édition de l'Origine des espèces. Vous allez voir que Darwin, c'est beaucoup plus nuancé quand même. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on met en face de la performance? Donc, la robustesse. En fait, quand on étudie bien les êtres vivants, on se rend compte que les êtres vivants ne sont pas performants, ils sont d'abord robustes. Donc, robuste, ça veut dire stable malgré les fluctuations. C'est le roseau dans le vent. Voilà. Le roseau dans le vent, il est stable malgré les fluctuations. Et en fait, ce qui est sélectionné au cours de l'évolution, c'est ça d'abord. Et donc, comment on fait pour être robuste? Alors, c'est là que c'est extraordinaire. Les êtres vivants sont robustes parce qu'ils ne sont pas performants. C'est le contraire. En fait, ou si je le dis différemment, parce que là c'est un peu fort de café, ils sont robustes avant d'être performants. Il y a des moments de performance dans le vivant quand même, il ne faut pas exagérer non plus. La lionne qui se chope la gazelle, là, vous savez, les documentaires animaliers des années 80, là, ça c'est le moment de performance. Voilà. Mais la lionne, elle ne fait pas ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle dort, elle s'occupe de ses petits, elle marche au milieu des gazelles sans les chasser et tout va bien, hein. Et puis quand elle chasse, eh ben 95% du temps, elle rate. Donc même quand elle essaye d'être performante, elle ne l'est pas, hein. Donc vraiment, c'est pour dire que le vivant, c'est vraiment ça. C'est que des contre-performances en permanence qui ajoutent du jeu dans les rouages, des marges de manœuvre. Et ça permet d'absorber les chocs et donc d'être robuste. La robustesse du vivant, elle se construit, tu les as cités, hein, sur lenteur, hétérogénéité, redondance, incohérence, inachèvement, aléatoire. C'est que des contre-performances. Mais ça ouvre le champ. La performance, en fait, quand on réfléchit bien à efficacité, efficience, c'est la canalisation. D'ailleurs, il y a beaucoup de canaux, hein, dans notre monde, hein, des canaux numériques, des canaux hydrauliques, il y a beaucoup de canaux, hein. On canalise beaucoup, hein, dans notre monde. Le monde du vivant décanalise, on diversifie, on explore, on expérimente, et en permanence. Et si je reviens sur Darwin, quand vous lisez Darwin, vous allez voir que Darwin, il adorait les organes rudimentaires. Donc les organes rudimentaires, hein, pour un être humain, c'est le dernier orteil, les muscles derrière les oreilles, l'appendice. Enfin, il y a des tas de choses qu'on trimballe tous les jours qui servent absolument à rien, hein. Enfin, faut se le dire, hein, quand même, hein. Ça sert vraiment, vraiment à rien. Mais ça, pour Darwin, c'est le laboratoire de l'évolution. Parce que du coup, ça peut dérailler, quoi, au cours des millions d'années. Peut-être que dans 1 ou 2 millions d'années, notre dernier orteil, ce sera aussi important que notre pouce, qui est le doigt le plus important de la main. Voilà, donc il peut se passer tout ça. Et du coup, j'ai un peu digressé par rapport à la question, mais je ne sais plus où je voulais en arriver. Sur la question du collectif, en fait. Ah oui, et du fond, au fond, qu'est-ce que ça serait une communauté robuste? Oui, alors en effet, donc alors c'est ça qui est extraordinaire, parce que la robustesse, ça dépend d'un jeu collectif. Et donc en fait, ça veut dire qu'il faut bien définir ce que c'est qu'une coopération. La coopération, alors notamment dans le monde vivant, hein, c'est quand on va contre sa performance individuelle pour nourrir la robustesse du groupe. Donc là, par exemple, vos cellules, en ce moment, là, elles sont en train de coopérer.
elles ne sont pas en compétition, hein, elles sont plutôt en train de coopérer, elles ne sont pas en train de collaborer non plus, elles sont vraiment en train de coopérer. Donc ça veut dire qu'il y a des cellules qui ne vont pas au maximum de leur capacité pour nourrir le tissu, l'organe. Voilà. Donc il y a cet équilibre-là. Et en fait, c'est pareil dans les groupes sociaux, etc. Enfin, les groupes sociaux d'animaux, de plantes, etc. Donc le côté collectif, ça c'est très joyeux. Et alors, dans le monde vivant, l'exemple ultime, hein, c'est la symbiose. Il y a des symbioses partout dans le vivant, mais c'est des symbioses multiples. Hein. Ce n'est pas juste une plante qui interagit avec un champignon, hein. C'est une plante qui interagit avec des tas d'espèces de champignons et des tas d'espèces de bactéries. Donc c'est très, très pluriel. Tu peux dire ce que c'est la symbiose? Pardon, oui, donc la symbiose, c'est par exemple, je vais prendre un exemple concret, une plante qui interagit avec un champignon dans le sol. Donc le champignon, c'est quand vous grattez le sol, hein, vous allez tomber sur des tas de filaments blancs. Ces filaments blancs, c'est du mycélium de champignons, donc c'est des champignons, mais qui sont la partie souterraine, on va dire, du champignon, qui augmentent les surfaces d'absorption d'eau, qui absorbe des sels minéraux pour la plante. Et la plante, elle fait de la photosynthèse, donc elle produit des sucres qui nourrissent les champignons. Et donc il y a un échange mutuellement bénéfique pour les deux parties, et ça c'est une symbiose. Et donc il faut vraiment imaginer qu'il y en a partout. Alors, enfin, pareil, hein, le corps humain, si vous avez déjà fait, et je ne vous le souhaite pas, l'expérience d'avoir pris trop d'antibiotiques, mais vraiment beaucoup, beaucoup trop d'antibiotiques, donc vous avez tué toutes vos bactéries, et bien vous ne pouvez plus sortir dehors, parce que votre peau ne supporte plus la pluie, l'eau. C'est insupportable, l'eau sans bactéries, enfin, la peau sans bactéries. C'est nos bactéries sur la peau qui nous permettent de survivre à la pluie, donc une fluctuation. Et donc là, c'est un exemple parfait pour dire que c'est grâce au collectif, jamais seul, hein, comme dit Marc-André Selos, c'est grâce à ce collectif qu'on trimballe tous les jours, hein, entre 1,5 et 2 kg de bactéries, hein, qu'on trimballe de nous, et ben ça nous permet de vivre dans un monde fluctuant, donc notamment quand il pleut. Sinon, on ne pourrait pas. Et du coup, à un moment donné, dans le livre Antidote au culte de la performance, tu as un certain nombre de chapitres et tu vas plus loin dans cette question du collectif en disant faire commun, c'est relier grâce aux contradictions. Alors là, évidemment, moi, j'étais très heureuse parce que c'est un peu ce qu'on essaie de chercher ici, à la MC 93. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit toujours, ce qui est important, c'est pas qu'on ait une même émotion commune, c'est qu'on ait peut-être des émotions contradictoires, mais qu'on soit capable d'en parler. Et du coup, dans le vivant, ça serait quoi, en fait? Alors, c'est marrant parce que c'est exactement ça qui m'a mis sur la voie de la robustesse. Donc là, je vais aller un petit peu dans mes recherches de laboratoire. Il y a une question qu'on peut se poser, alors qu'on s'est posée en biologie, c'est, vous voyez une plante qui fait plein de fleurs. Un arbre, par exemple, ça fait plein de fleurs, et quand vous regardez les fleurs, elles se ressemblent beaucoup. Une plante fait des fleurs quasi identiques. Et donc on peut se dire, bon, comment une plante arrive à faire toujours la même fleur alors qu'elle va faire des fleurs pendant des semaines, que la température change, que le climat change, qu'elle-même elle évolue, etc. Pourtant, c'est des fleurs qui se ressemblent beaucoup. Comment on fait des plantes reproductibles malgré les fluctuations? Question de robustesse, hein, morphologique, mais c'est de la robustesse quand même. Alors nous, au départ, on était parti sur programme génétique. Il y a des gènes, programme, hein. Vous voyez déjà le problème. Qui est le programmateur? Bon, mais programme génétique, allons-y. Donc il y a des gènes. Donc s'il y a des gènes, ça veut dire que c'est la méthode IKEA. On va suivre la notice, et puis plutôt que de faire son armoire tous les dimanches, là, on va plutôt faire une fleur tous les jours, hop, et puis ça sera la même fleur. Sauf que quand on regarde la fleur, à l'échelle, oui, à l'échelle macro, elle se ressemble, mais à l'échelle cellulaire, ça n'a rien à voir. Chaque fleur est un objet unique. Vraiment unique comme un flocon de neige, c'est un objet unique aussi. C'est pareil pour les fleurs, chaque fleur est unique. Alors du coup, quand on regarde ça un peu plus en détail, quand on regarde les croissances, en fait, on se rend compte que même les taux de croissance des cellules voisines, c'est très hétérogène, donc c'est très contradictoire. C'est là qu'on a des tas de contradictions, et donc on a des cellules qui poussent très vite à côté de cellules qui poussent très lentement. Donc on se dit, mais comment, avec en plus ce truc-là, ça peut faire des formes reproductibles? On a pu le modéliser, on a fait des expériences, tout ça, je vous fais la version courte. Ce que ça nous dit finalement, c'est que si on pense à l'envers, si les cellules poussaient toutes de la même façon, si c'était très homogène, en fait les cellules voisines n'auraient aucune information à s'échanger. C'est comme dans une secte, si vous voulez, tout le monde se connaît et donc il n'y a pas besoin d'échanger quoi que ce soit. D'ailleurs, les sectes sont très silencieuses en général parce que tout le monde sait ce que l'autre va dire. En fait, tout le monde pense pareil. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus d'informations. Et du coup, la fleur là, qui pousse, elle n'est plus capable de sentir les fluctuations de sa propre croissance ou de l'environnement. Elle devient aveugle. Et du coup, ce qui se passe, on a pu le montrer en laboratoire, c'est que les fleurs deviennent plus variables en forme.
Et donc si je vous le dis à l'envers, donc du coup, ou à l'endroit pour le normal, quoi, la fleur qui a des cellules très hétérogènes, il y a plus de conflits mécaniques, il y a plus d'hétérogénéité, il y a plus de contradictions, et donc c'est très riche en informations. Et c'est la richesse d'informations qui permet d'arriver à des formes reproductibles. Il faut beaucoup d'informations pour pouvoir se percevoir soi-même. J'espère que c'était pas à peu près clair. J'ai l'impression, ça va. Moi, du coup, j'ai envie de te faire préciser, parce que je sais que tu as une pratique culturelle, que tu lis, que tu joues d'un instrument, que, voilà. Et en quoi ça, pour toi, ça participe à un futur désirable dans ce que tu es en train de tracer, en fait? Ah oui, alors moi je suis vraiment persuadé qu'il n'y a pas grand-chose à regretter du monde de la performance. C'est vraiment le monde du canal, le monde de l'autoroute. Sur une autoroute, on va très vite à destination, mais on n'a rencontré personne sur la route. Et ça, c'est très performant. Du coup, en effet, dans les pratiques culturelles, alors moi je fais un peu de jazz, clarinette basse, tout ça. L'impro, par exemple, une impro jazz, c'est construit sur les erreurs. C'est qu'en fait, c'est les erreurs qui font qu'on va rebondir, qu'on va avoir des idées, qu'on se dit « Ah bah tiens, j'avais pas pensé à ça ». Enfin, on ne se le dit pas comme ça, c'est un peu... Voilà. Mais en cours de route, on déraille, on n'arrête pas de dérailler. Et en fait, on ne sait pas exactement où on va. C'est ça qui est joyeux. Parce qu'en fait, quand on sait exactement où on va, quelque part, on a un peu stérilisé le chemin. C'est qu'en fait, la vie, c'est le chemin, c'est pas la destination. La destination, comme disaient des proches, il n'y aura pas de survivants. Donc voilà, c'est pas là que ça se passe, c'est sur le chemin. Et du coup, l'impro, par exemple, alors jazz ou théâtral, ou voilà, c'est des moments où en fait on a des aspérités, où on peut avoir des interactions. Et ça va même au-delà. Pour moi, c'est même une question de communication au sens général, de la culture au sens général. Ce qui fait qu'on communique les uns avec les autres, nos modes de communication les uns avec les autres, c'est des modes de communication robustes. Il suffit juste de regarder le nombre de redondances qu'il y a dans le dictionnaire, les hétérogénéités, les incohérences dans la sémantique, tout ça. La polysémie, voilà. En fait, il y a tout. Un linguiste pourrait avoir exactement le même discours sur le rapport entre robustesse et performance. Mais en fait, c'est là où c'est assez incroyable, c'est-à-dire que si on communiquait de façon très performante, si je parlais comme un robot là, il se passerait deux choses. Soit vous dormiriez, soit vous auriez peur. Parce que ce sont mes erreurs qui installent une forme de confiance. C'est que quand je bute sur les mots, ça crée la confiance. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est mes erreurs qui maintiennent le langage. C'est que si je parlais parfaitement, il n'y aurait plus de langage, il n'y aurait plus de dialogue. Donc c'est parce que le langage, les communications ne sont pas parfaites qu'elles se maintiennent, qu'elles s'entretiennent. Et donc elles sont robustes. Donc la robustesse est nécessaire et elle est aussi une conséquence des erreurs. Alors d'où vient cette foi de la performance, en fait? Quel est l'homme préhistorique qui a commencé, en fait? On va lui lancer un caillou, ouais. Alors, il y a plusieurs choses, mais il y a quand même un point qui est clé. Je parle souvent du néolithique parce que quand on a inventé l'agriculture, la sédentarisation, la domestication, quelque part, on a sécurisé la prise alimentaire et on a un peu ouvert le piège de la performance. C'est-à-dire que quand on met des êtres vivants, alors là je vais un peu biologiser, mais les êtres humains ont plein d'autres, il y a des jeux de pouvoir, il y a l'écriture, tout ça que n'ont pas les non-humains, mais quand même il y a ça aussi. Les êtres humains, les êtres vivants, donc quand on les met dans des milieux riches en ressources, ils basculent en mode de compétition-performance. C'est les parasites. Un parasite, il est branché sur un hôte qui est bourré de ressources et il l'épuise. Et du coup, là, il est compétitif, il se spécialise, il perd des bras, il perd des ailes, et ça ne devient plus qu'un tube digestif au cours de l'évolution. Donc c'est vraiment hyper spécialisé, hyper optimisé, et donc très fragile. Toujours pareil, très canalisé. Voilà. Donc quand le milieu change, il est mort avec le milieu. Donc ça, c'est nous, les êtres humains, il y a 10 000 ans, là, quand on a commencé à inventer l'agriculture, quelque part, on s'est sédentarisé et on est entré dans un monde de relative abondance de ressources. Et après, ça ne s'est pas arrêté, finalement. Alors, au début, c'était très calme, mais la Renaissance, là, c'est déjà beaucoup moins calme. Les plantations, les colonisations, là, c'est de l'abondance élargie avec les massacres, etc. Et puis après, c'est la mécanisation, c'est les machines. Après, on tombe sur le pétrole, le charbon, tout ça. Depuis les années 50, c'est la grande accélération. Donc, en fait, on voit vraiment la courbe en exponentielle. Et c'est une courbe qui est, pour moi, le piège de la performance. En fait, ce qui est le problème de la performance, c'est que quand il y a une crise, on augmente les performances et ça marche. Par exemple, en 2008, il y a eu la crise financière. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a optimisé les hôpitaux.
Et ben, ça a bien marché. On a eu des hôpitaux après la crise de 2008, mais sauf qu'il y avait moins de lits parce qu'on les avait optimisés. Et ben, du coup, 2020, crise Covid, quoi. Et là, on voit qu'on a fragilisé le système. Et c'est un peu comme ça tout le temps. Et à chaque fois, on trouve une nouvelle performance. Donc voilà, on va aller au Groenland chercher des terres rares parce qu'il n'y a plus de pétrole. Enfin, oui, et donc, il y a quand même un moment où on arrive au bout de ce truc-là. Et enfin, en tout cas, pour revenir à la question, le point de départ, c'est vraiment pour moi l'abondance de ressources. Le fait que quand on est dans un milieu fluctuant, en pénurie chronique de ressources, mais ça, c'est pas forcément un mal, hein, c'est au contraire, ça oscille, voilà. Et ben, on va faire de la coopération, on va faire de la robustesse, parce que c'est le seul chemin viable. Et du coup, si toi, tu devrais décrire un théâtre durable, ça serait quoi? Alors, il y a certainement plusieurs choses. Le théâtre durable, alors, il y aurait certainement l'ingrédient de robustesse dedans. Alors, le côté collectif, il y a une phrase d'Eisenhower que je cite souvent. Alors, c'est à l'époque où les républicains américains avaient encore un cerveau, hein, mais donc voilà, ils ont dit des choses quand même intéressantes à l'époque. Eisenhower, il disait, quand vous bloquez sur un problème, élargissez-le. Alors, le théâtre durable, pour moi, très clairement, ça veut dire que le théâtre il est durable s'il est fortement ancré dans son territoire, s'il a des liens avec, en dehors des murs du théâtre. Comme une symbiose. Hein. En fait, si je le dis, là je suis vraiment mon biologiste de base, dans les moments de crise, donc c'est là où on va se poser la question de la durabilité, on dit souvent qu'on manque de temps, qu'il y a urgence, qu'on manque de temps. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans le monde de la performance? On accélère, puisqu'on manque de temps. Alors quand on réfléchit bien, hein, on est sur une autoroute. Là, les scientifiques nous disent que le brouillard se lève et nous, on accélère. Hein. Enfin, donc, vous voyez le problème quand même. Donc, du coup, voilà, quand on manque de temps, il faut juste, voilà, comme les êtres vivants, se dire, en fait, oui, alors on manque de temps, mais qu'est-ce qui nous reste comme autre dimension? Nous évoluons dans un espace à 4 dimensions. Les 3 dimensions de l'espace, la 4e dimension du temps. Si on manque de temps, il nous reste les 3 dimensions de l'espace. Et donc, la reconnexion au territoire, ça veut dire faire des symbioses avec son territoire. Mais ça peut être avec la mairie du coin, l'association du coin, le club de je sais pas quoi du coin. Voilà. De toutes ces interactions-là, ça peut être extraordinaire. Et ça, c'est de la robustesse, et ça, c'est durable. Parce que d'un seul coup, ça devient un acteur qui est à la fois au service de sa propre robustesse et au service de la robustesse du territoire. Et c'est là où on est vraiment robuste, hein, en interne et en externe. Peut-être un autre point, c'est un théâtre certainement qui revendique sa marge. Alors, pas sa marge financière, hein, sa position de marge. En fait, voilà, certainement qu'un théâtre durable, on va chercher au théâtre des voix. Les artistes sont plutôt des fabricants de questions qui génèrent le trouble. Et donc, dans le monde fluctuant qui vient, on a fortement besoin des artistes. Ça va vraiment être des acteurs qui vont nous aider enfin, ils font plein de choses, hein, mais ils font aussi ça. Ils vont nous aider à dérailler du culte, de la performance notamment, et donc de générer du trouble, de voir voilà, dans quel monde on est. Là, voilà, être à la marge, ça veut dire en fait revendiquer le fait qu'on va oser désobéir au catéchisme performant. Et je crois que je pèse à peu près tous les mots que je viens de dire. Et donc ça demande un certain courage, quelque part, mais c'est aussi joyeux, parce que le monde fluctuant va nous offrir des opportunités, comme disait Bruno Latour, de ne pas gâcher les crises. Là, on va rentrer dans le monde, enfin, on est rentré déjà dans le monde de la polycrise, de la permacrise, hein, il y a plein de mots, hein, donc le monde fluctuant. Et ben, en fait, à chaque crise, ça veut dire qu'il y aura du jeu dans les rouages. Et donc, c'est le moment, par exemple, il y a des projets peut-être qui n'étaient pas pertinents il y a quelques années. Et ben là, s'ils ont bien été documentés, c'est le moment de les ressortir. À chaque crise, en fait, c'est ça qui est joyeux, c'est qu'on se dit, ah bah oui, en fait, maintenant, c'est peut-être le bon moment. Là, ça y est, là, ça, c'est durable. En fait, on a plein de cordes à son arc, on n'a pas tout dévoilé, mais qui sont documentés et qui sont là. Donc, il y a le côté pluriel, il y a le côté un peu exploratoire, déraillé, les artistes, le lien au territoire. C'est déjà pas mal. Et par rapport à, en fait, quand on te lit aussi, en fait, il y a toutes les questions de frontières et enfin, sont inopérantes, en fait, puisqu'on est dans un destin commun, planétaire. Exactement. Alors, j'aime bien le mot indiscipline, parce que l'indiscipline ou l'indisciplinarité, on pourrait dire ça comme ça, c'est un peu autre chose que l'interdisciplinarité. L'indisciplinarité, c'est vraiment juste l'interstice qu'il y a entre deux disciplines, entre deux champs. Et cet interstice, en fait, c'est là où c'est fertile. Alors, je vais faire mon biologiste encore là. Une plante, par exemple, il y a une tige, il y a une feuille. Qu'est-ce qu'on trouve à la frontière entre la feuille et la tige? Un bourgeon.
parce que c'est l'endroit où génératif, finalement. C'est là où tout se passe. Et ce bourgeon, ça sera une fleur, ça sera une tige, ça sera une autre feuille. Enfin, ça peut être plein de choses. Et même en laboratoire, on peut en faire une racine. Enfin, c'est juste pour dire à quel point ça peut être polyvalent, quoi. Ben, ça veut dire que la zone d'indisciplinarité, l'indiscipline, c'est là où le jeu s'ouvre, finalement. Et donc, en effet, les frontières, les silos sautent. En fait, parfois, on entend, j'entends ça des fois dans le monde de l'entreprise, pour être plus performant, il faut arrêter de penser en silos. Alors, il y a contradiction dans les termes, hein, parce que pour être très performant, il faut être en silo. C'est le silo qui est le plus performant. On va très très vite dans une direction. Ça, c'est extrêmement performant, efficace, efficient. Dans un monde fluctuant, le silo, c'est mortifère, évidemment, parce que le monde change tout le temps. Il ne faut surtout pas se canaliser. Et du coup, on fait sauter les silos. Et du coup, on ne cherche plus la performance. On cherche la robustesse, la durabilité. Et sur cette question planétaire, comment tu as l'impression qu'il y a des voix dans plein d'endroits du monde qui sont sur les mêmes réflexions et lignes Oui, en fait, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on vit un moment exceptionnel dans l'histoire de l'humanité. Il y a plein d'indicateurs qui le montrent. Hein. Mais en effet, sur le côté synchrone de ce qui nous arrive. D'ailleurs, on l'a vécu pendant la crise Covid, on a tous mis un masque partout dans le monde. Alors, ce n'était pas la partie joyeuse de la synchronicité, mais c'était quand même un moment synchrone. C'était jamais arrivé dans toute l'histoire de l'humanité d'avoir comme ça une pandémie vraiment mondiale comme ça. Et ben, ça veut dire aussi que la bascule performance vers robustesse, ce sera mondial et ce sera quasi synchrone. Ça va très très vite. Enfin, là, alors, il y a plein d'indicateurs qui le montrent. Ça. Le tout réparable, l'agroécologie, les conventions citoyennes, les approches participatives, ça se développe partout dans le monde. Il y a le documentaire de Flore Vasseur, par exemple, Bigger Than Us, qui montre bien, elle a suivi 7 jeunes dans le monde entier qui ont changé les lois et qui ont entre 10 et 20 ans. Des jeunes qui sont dans le Parlement, ils sont grands comme ça et ils changent les lois. Ça arrive en Indonésie, au Liban, en Amérique du Sud. Ça dit des choses quand même. En fait, on est dans un moment très bizarre quand même. Enfin, c'est un moment exceptionnel. Je donne un autre exemple, c'est pour dire à quel point ça bascule vite, l'Université de la Terre. Donc j'y étais là il y a quelques semaines. Donc l'Université de la Terre, ça existe depuis 20 ans. Il y a 20 ans, c'était des zadistes sous un chapiteau. Aujourd'hui, c'est à l'UNESCO, dans le 7e arrondissement de Paris. Il y a 10 000 personnes et la moitié, c'est des grandes entreprises. Ça, il faut aussi le voir. C'est que dans les médias, on entend beaucoup parler des Trump, les Musk, et tout ça, mais c'est en train de basculer. Ça contamine très très vite. Mais c'est sous le radar. C'est sous le radar médiatique pour l'instant, en tout cas. Et comment tu l'expliques, ça ? Parce que les ultra-performances sont très bien organisées aussi. Enfin, on connaît bien toute la philosophie qu'il y a derrière, si on peut dire, ou l'idéologie qu'il y a derrière. Donc, ils sont très bien organisés, mais c'est aussi, on peut le dire de façon plus positive, ou pour nous en tout cas, c'est qu'ils sont un peu dans les cordes, pour moi, et du coup, là, ils convergent. Les ultra-performants, en fait, ils se ressemblent énormément. Moi, je les appelle les mâles barrés. C'est un peu tous des hommes blancs, souvent riches, souvent névrosés. Ils ont à peu près le même profil. Et ils ont les mêmes obsessions contre les femmes. C'est incroyable. Ils disent tous la même chose. Et ils se rejoignent, ils se cristallisent. C'est un peu une oligarchie mondiale. Mais le fait que ça se ressemble à ce point-là, pour moi, ça c'est l'analyse systémique qui le dit, mais ça sent le seuil du basculement. Quand on veut faire rêver en disant qu'on va aller sur Mars ou qu'on va faire des mines sur des astéroïdes, ça veut dire qu'on n'a vraiment plus rien à proposer quand même. Je veux dire, c'est fini là. Je veux dire, faut siffler la récré. C'est vraiment fini. Donc, moi, je suis assez optimiste justement parce que là, c'est tellement délirant que le monde robuste va prendre sa place. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Merci.